Avant de parler réduction des transferts, on a besoin peut-être de commencer aussi à réfléchir sur la réduction de l'utilisation des produits phytosanitaires. Par là, on peut réfléchir dans un premier temps à l'aspect rotation qui va nous permettre de diversifier les cultures, les enchaînements. On peut travailler sur des choix variétaux qui vont nous permettre d'avoir des profils de variétés qui vont être plus ou moins tolérantes ou résistantes à différentes maladies. En retardant un petit peu la date de semis, cela peut nous permettre de limiter l'utilisation des insecticides notamment. On peut aussi utiliser des associations de cultures pour justement essayer de limiter aussi là encore l'utilisation de phyto. Et puis après sur la partie désherbage, on peut essayer d'associer de la lutte chimique aussi avec du désherbage mécanique. Donc une fois qu'on a un peu travaillé sur cette réduction d'utilisation des phytos, on peut essayer de voir comment on peut essayer de limiter en fait leur transfert dans l'environnement. Dans l'aspect phyto, on peut essayer déjà d'utiliser les produits phytosanitaires quand les conditions météo sont optimum. On parle d'hygrométrie, de vent, de température. On peut essayer aussi d'additionner en fait aux produits phytosanitaires des adjuvants, des mouillants, voire du sulfate d'ammonium pour essayer justement d'améliorer en fait l'efficacité des produits tout en réduisant la dose. Essayer aussi de trouver d'autres solutions, on va dire, alternatives aux produits phytosanitaires. Si on se penche un peu plus sur l'utilisation et la limitation des transferts sur des intrants plutôt, notamment des nitrates par rapport à la qualité de l'eau, là je pense qu'aujourd'hui il faut aussi essayer d'optimiser la fertilisation, donc en apportant les bonnes doses aux bonnes dates et aux bons stades notamment, donc être au plus près en fait des besoins des cultures. Alors l'érosion des sols, c'est vrai qu'aujourd'hui on en parle de plus en plus parce qu'on a des épisodes, on va dire, climatiques qui sont de plus en plus intenses. Et je pense que déjà si on arrive à, dans un premier temps, couvrir les sols et ensuite réduire au maximum son travail du sol, on a déjà, on va dire, 2 leviers qui vont nous permettre très fortement de réduire l'érosion. Après, voilà, si on est toujours dans un système de travail du sol et qu'on a des parcelles qui ont quand même une forte pente, on va privilégier plutôt un travail perpendiculaire à la pente pour essayer en fait de contrer un petit peu le ruissellement de l'eau dans son sens naturel. Une IAE, c'est un aménagement qui est réalisé sur le territoire d'une exploitation agricole. Donc ça s'intègre vraiment physiquement dans l'exploitation agricole. Et ça a pour objectif de réduire soit les transferts de pollution, soit d'aider à l'auto-épuration des nutriments que sont les nitrates, le phosphore ou parfois les pesticides. Le type d'exemple le plus connu souvent c'est les bandes enherbées. Entre les cultures et le ruisseau ou les émissaires, il y a les haies qui en sont aussi. Et puis ça peut être une mare qu'on utilise, mais si on veut utiliser une mare, il faut qu'elle collecte des sorties de drains par exemple ou des arrivées. Et puis surtout il faut que les rives de tous ces aménagements, que ce soit les mares ou alors des zones tampons artificielles, on le fasse avec des rives en pente douce pour que la végétation puisse s'installer en fonction du gradient d'humidité. Et ça permet après, sur cette végétation-là, d'espérer une auto-épuration ou un filtre. Pour que les IAE jouent pleinement leur rôle d'interception des flux d'eau, elles doivent être positionnées correctement sur le versant. Afin de prévenir les zones les plus pertinentes pour implanter et ou restaurer des IAE, il convient de réaliser un diagnostic du territoire. Dans un premier temps, un diagnostic des transferts est à réaliser à l'échelle du territoire, c'est-à-dire à l'échelle du bassin versant. Ce diagnostic comprend la cartographie des pressions et de la vulnérabilité au transfert. Il se base sur de la modélisation et ou des analyses de cartes. Il doit permettre d'identifier des zones prioritaires où agir et les actions générales à mettre en place, IAE, mesures agronomiques. Dans un second temps, un diagnostic de terrain est à réaliser à l'échelle des zones prioritaires identifiées, c'est-à-dire à l'échelle des sous-bassins versants prioritaires. Il se base sur la réalisation d'inventaires de terrain. Ce second diagnostic comprend un état des lieux des IAE déjà en place et de leur efficacité par rapport à la limitation des transferts. Il doit permettre d'identifier les dysfonctionnements, c'est-à-dire les IAE à restaurer, et les lacunes, c'est-à-dire les IAE à créer. Dans un troisième temps, il faut descendre à l'échelle inférieure, c'est-à-dire à celle du petit sous-bassin versant, voire celle de la parcelle. L'objectif est alors de déterminer si les préconisations qui sont ressorties des précédents diagnostics
sont faisables et acceptables d'un point de vue réglementaire, loi sur l'eau, pluie, etc., technique et socio-économique. L'idée est d'optimiser le ratio, coût, emprise, efficacité, acceptabilité. Enfin, une fois les contraintes levées, la phase de conception et d'implantation ou restauration des IAE peut débuter.